Vous êtes assis là, peut-être dans un fauteuil que vous connaissez depuis des années, dans cette maison que vous partagez avec quelqu'un, et pourtant quelque chose dans l'air a la texture froide et sèche d'une chambre, vide. Pas un bruit de dispute, pas de larmes, juste ce silence qui pèse, ce silence qui a une odeur particulière, celle du café bu seul le matin, celle des draps que l'on ne froisse plus ensemble. Et vous vous demandez, sans vraiment oser formuler la question, si ce que vous vivez là, cette distance douce et terrible à la fois, est une fatalité ou un choix que vous n'avez jamais consciemment fait. Voilà ce que Christophe André observe depuis des décennies dans son cabinet, dans ses recherches, dans ses lectures des grands travaux sur l'attachement et le lien humain. Il y a une douleur particulière à se sentir seul à deux. Une douleur qui n'a pas de nom dans les dictionnaires médicaux, qui ne figure sur aucune ordonnance et qui pourtant ronge avec une précision chirurgicale les fondations de ce que nous avons de plus précieux. Cette douleur-là, c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous repartirez avec des outils concrets, des gestes simples, des façons de voir qui peuvent, dès ce soir, changer la température de votre relation. Mais avant d'aller plus loin, il faut poser une question qui dérange. Êtes-vous certain de reconnaître encore l'amour de votre vie quand il est là, juste devant vous, de l'autre côté de la table? Parce que voici ce que la psychologie relationnelle nous enseigne, et c'est un point que Christophe André souligne avec une constance remarquable. L'amour véritable, l'amour profond, celui qui nourrit et qui tient dans le temps, ne ressemble pas à ce que le cinéma nous a vendu pendant 60 ans. Il ne ressemble pas aux frissons du début, aux papillons dans l'estomac, aux nuits blanches de désirs brûlants. Non, non, non. L'amour de votre vie, lui, vous fait ressentir quelque chose de bien plus subtil et bien plus puissant à la fois. Il vous fait ressentir que vous êtes vu, vraiment vu. Pas regardé, pas toléré, pas simplement accepté. Vu dans le sens profond, dans vos contradictions, dans vos hontes secrètes, dans vos élans les plus enfantins. Et si cette sensation a disparu de votre relation, si elle n'a jamais vraiment été là, alors ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui vous concerne directement. Prenons une scène ordinaire. Une scène que des millions de couples en France vivent ce soir même, sans s'en rendre compte. C'est un mardi ou un jeudi, peu importe, il est environ 19h30. L'un rentre du travail ou d'une course et pose ses clés sur le meuble de l'entrée. L'autre est dans la cuisine ou devant la télévision. Ils se disent bonsoir. Oui, bonsoir. Peut-être même un bonsoir accompagné d'un sourire fatigué. Et puis chacun retourne dans son espace. Pas de cris, pas d'insultes, pas de scène dramatique. Juste ce rituel de cohabitation polie qui ressemble de l'extérieur à une vie normale et qui de l'intérieur a le goût d'une pièce sans fenêtre. Cette scène, Christophe André l'a entendue raconter des centaines de fois. Et ce qui frappe, c'est que les gens qui la décrivent ne savent souvent pas exactement quand elle a commencé. Il n'y a pas eu de basculement brutal, il n'y a pas eu un jour précis où tout a changé. C'est une dérive lente, presque imperceptible, comme un bateau qui s'éloigne du quai sans que personne n'ait largué les amarres. On se réveille un matin et on réalise que l'on ne se touche plus vraiment. Que les conversations portent sur la liste de courses, sur les rendez-vous médicaux, sur ce que regardent les enfants ou les petits-enfants, mais jamais sur ce que l'on ressent, jamais sur ce qui fait peur, jamais sur ce qui émerveille encore. C'est dans ces moments-là que certains commencent à se dire que c'est normal, que c'est l'usure, que toutes les relations finissent par ressembler à ça après 20 ou 30 ans. Et cette pensée, cette résignation tranquille, est peut-être la chose la plus dangereuse qui puisse arriver à un couple, parce qu'elle ferme la porte avant même d'avoir cherché la clé. Si vous vous reconnaissez dans cette description, même partiellement, même vaguement, alors voici ce que Christophe André vous demande de faire maintenant. Juste maintenant, pas demain. Laissez un commentaire en bas de cette vidéo. Écrivez simplement le mot présent ou racontez en une phrase ce que vous ressentez ce soir dans votre relation. Parce que mettre des mots sur ce que l'on vit, c'est déjà commencer à le transformer. C'est le premier acte de conscience.
Et si cette réflexion vous touche, si vous sentez qu'elle peut toucher quelqu'un que vous aimez, partagez-la. Abonnez-vous pour continuer ce chemin ensemble parce que ce que nous allons explorer dans les prochaines minutes demande du temps et de la profondeur. Maintenant, il faut parler de quelque chose que l'on préfère éviter. Parce que l'évitement, c'est précisément le problème. Il faut parler des conséquences réelles, mesurables, documentées, de ce silence installé entre deux personnes qui s'aiment encore ou qui se sont aimées. Et ces conséquences ne concernent pas seulement les deux membres du couple. Elles rayonnent, elles contaminent, elles s'infiltrent dans les murs de la maison, comme l'humidité s'infiltre dans une vieille pierre. Les recherches en psychologie clinique sont sans ambiguïté sur ce point. Quand deux adultes vivent dans un état de déconnexion émotionnelle prolongée, quand la chaleur a déserté l'espace partagé, les enfants le perçoivent. Toujours. Même les enfants qui ont quitté la maison depuis longtemps, même les adultes de 40 ou 50 ans qui reviennent pour le dimanche en famille, ils le sentent. Ils le sentent dans la façon dont leurs parents évitent de se regarder en parlant. Ils le sentent dans la tension qui se glisse sous les rires du repas. Ils le sentent dans la façon dont la maison sent le propre et l'ordre, mais pas la vie. Christophe André insiste sur ce point avec une conviction qui vient de l'expérience clinique autant que des données scientifiques. Les enfants qui grandissent dans un foyer où les parents cohabitent sans se connecter émotionnellement développent des modèles d'attachement qui les suivront toute leur vie. Ils apprennent que l'amour, c'est la politesse froide. Ils apprennent que l'intimité, c'est quelque chose que l'on cache ou que l'on abandonne avec les années. Ils apprennent, sans que personne ne le leur enseigne explicitement, que la relation de couple est un contrat de convenance, pas un espace de vie partagée. Et ces apprentissages-là, ils les reproduisent dans leurs propres relations, dans la façon dont ils traitent leurs partenaires, dans la façon dont ils fuient ou évitent la profondeur émotionnelle, ou au contraire dans la façon dont ils cherchent désespérément une intensité que personne ne leur a montré comment trouver. Vous voyez, ce n'est pas une question de confort personnel. Ce n'est pas une question de savoir si vous êtes heureux ou malheureux dans votre couple. C'est une question de transmission. C'est une question de ce que vous laissez derrière vous. Et cette réflexion devrait nous faire asseoir un moment, les mains à plat sur les genoux, dans le calme un peu inconfortable de la vérité. Mais attendez, parce que ce que nous venons de décrire, cette dérive silencieuse, cette cohabitation sans contact, ce n'est que le début de ce qui peut arriver si rien ne change. Et il faut que vous entendiez la suite, même si elle est difficile à entendre. Surtout si elle est difficile à entendre. Il y a une progression dans la déconnexion émotionnelle que les cliniciens connaissent bien. Elle commence par le silence des soirs, elle continue par la disparition du toucher. Pas le toucher érotique, non, on parle ici du toucher ordinaire, la main posée sur l'épaule en passant, le bras effleuré dans la cuisine, le pied qui touche l'autre sous la couette. Ces micro-contacts qui semblent anodins et qui sont en réalité des fils invisibles qui maintiennent deux êtres reliés. Quand ces fils disparaissent, quand le corps de l'autre devient un meuble parmi les meubles, quelque chose de fondamental s'est rompu. Ensuite vient ce que les psychologues appellent le divorce émotionnel. C'est un terme précis et brutal. Deux personnes toujours mariées sur le papier, toujours sous le même toit, toujours présentées ensemble aux réunions de famille, mais intérieurement séparées par un gouffre que les mots ne traversent plus. L'un a arrêté de partager ses joies parce qu'il n'y a plus personne pour les recevoir. L'autre a arrêté de parler de ses peurs parce que la dernière fois, elles ont été minimisées ou ignorées. Et peu à peu, chacun construit une vie intérieure que l'autre ne connaît pas. Des pensées, des rêves, des douleurs, des espoirs qui n'ont plus de destinataire dans le couple. C'est à ce stade que les risques deviennent sérieux. Pas au sens du drame romantique, mais au sens clinique, mesurable. Les études menées sur les couples en état de déconnexion chronique montrent des taux significativement plus élevés de dépression, d'anxiété, de maladies somatiques.
le corps garde la trace de ce que le cœur tait. Les douleurs dorsales inexpliquées, les insomnies tenaces, cette fatigue qui ne cède pas malgré le repos, ils ont parfois une adresse émotionnelle précise. Et puis, il y a les ruptures qui ne ressemblent pas à des ruptures. Les aventures qui ne cherchent pas vraiment le plaisir, mais la preuve que l'on existe encore aux yeux de quelqu'un. Les silences qui durent des semaines entières et que l'on habille du nom de tranquillité. Les maisons qui sentent l'ennui et la résignation, où l'air lui-même semble épaissi par tout ce qui n'a pas été dit. Vous vous demandez si c'est là où vous en êtes, ou si c'est là où vous vous dirigez. Bonne question, très bonne question, et le fait de vous la poser est déjà un signe que quelque chose en vous résiste encore. Que quelque chose en vous n'a pas renoncé. Parce que voici ce que Christophe André a observé encore et encore dans sa pratique et dans ses lectures des recherches les plus récentes sur la résilience relationnelle. Les couples qui traversent ces déserts émotionnels et qui en reviennent ne sont pas des couples exceptionnels. Ce ne sont pas des gens dotés de dons particuliers pour la communication ou l'amour. Ce sont des gens ordinaires qui ont fait un choix conscient, souvent difficile, parfois douloureux. Mais un choix. Et ce choix a un nom. Il s'appelle la présence vraie, délibérée, attentive. Pas la présence physique, pas le simple fait d'être dans la même pièce. La présence intérieure, celle qui dit à l'autre, en silence ou en mots. Je suis là, avec toi, maintenant, pas dans mes pensées, pas dans mes regrets, pas dans mes inquiétudes de demain. Là, avec toi. Mais avant de vous donner les outils concrets, les pratiques précises qui peuvent transformer cette présence de concepts abstraits en réalité quotidienne, il faut comprendre pourquoi nous perdons cette présence. Pourquoi des gens qui s'aiment, qui le disent encore, qui le pensent encore, finissent par s'éloigner de cette façon. La réponse est à la fois simple et profonde. Nous vivons dans une époque qui récompense l'absence, qui valorise la productivité, l'efficacité, la capacité à gérer plusieurs choses en même temps. Nous avons appris à être partout sauf ici. Partout sauf dans ce moment précis, avec cette personne précise, dans ce silence précis qui demande simplement qu'on le remplisse d'attention. Christophe André parle souvent de ce qu'il appelle la qualité de présence comme d'une compétence. Pas un talent inné, pas une grâce accordée à certains. Une compétence que l'on peut apprendre, entraîner, développer. Comme on apprend à jouer d'un instrument. Maladroitement au début, avec des fausses notes et des moments de découragement. Et puis, avec de la pratique, avec de la patience, quelque chose se met à sonner juste. Et voilà quelque chose que les neurosciences confirment aujourd'hui avec une clarté qui aurait étonné nos grands-parents. Le cerveau humain est câblé pour la connexion. Pas métaphoriquement, littéralement, neurologiquement. Les neurones miroirs, ces cellules découvertes dans les années 90 par des chercheurs italiens, nous permettent de raisonner avec l'état interne de l'autre. Quand quelqu'un que nous aimons souffre, quelque chose en nous souffre aussi. Quand quelqu'un que nous aimons s'illumine de joie, quelque chose en nous s'illumine aussi. Nous sommes construits pour cela. Fabriqués pour cela. Mais cette résonance naturelle peut être étouffée par le bruit, par l'habitude, par la peur. Par les blessures anciennes qui nous font dresser des murs là où nous avions autrefois des fenêtres. Pensez à Marie-Hélène, 62 ans, mariée depuis 38 ans à un homme qu'elle décrit encore comme l'homme de sa vie. Elle vient consulter non pas parce que leur relation est catastrophique, mais parce qu'elle a l'impression d'avoir perdu quelque chose dont elle ne sait plus tout à fait le nom. Elle dit « Nous vivons bien, nous ne nous disputons pas, nous avons nos habitudes. Mais je ne me souviens plus de la dernière fois où il m'a regardé vraiment. Où il a voulu savoir ce que je pensais, ce que je ressentais, ce que je rêvais encore. Et moi non plus d'ailleurs, elle ajoute avec un sourire triste. Je ne lui demande plus ces choses-là. Ce que décrit Marie-Hélène n'est pas une catastrophe, c'est une dérive. Et les dérives ont ceci de particulier qu'elles peuvent être corrigées.
pas en un jour, pas par un grand geste dramatique, mais par une série de petits virages délibérés. Le premier virage, celui que Christophe André propose presque toujours en premier, est aussi le plus simple et le plus résistant à la fois. C'est le virage de la curiosité retrouvée. Poser une question à son partenaire. Pas une question logistique, pas une question de gestion du quotidien, une vraie question, une question sur son monde intérieur. Qu'est-ce qui t'a touché cette semaine? Qu'est-ce qui t'a surpris? Qu'est-ce que tu regrettes de n'avoir jamais fait encore? Ces questions semblent simples. Elles sont en réalité révolutionnaires dans le contexte d'une relation où les échanges sont devenus fonctionnels. Parce qu'elles signalent à l'autre quelque chose d'essentiel. Tu m'intéresses. Pas ta gestion des courses, pas ton état de santé en tant que donnée médicale. Toi, ta vie intérieure, ce qui se passe sous la surface. Et quelque chose de remarquable se produit souvent dans ces moments-là. L'autre, surpris, parfois même un peu méfiant au début, finit par répondre, finit par s'ouvrir. Parce que le besoin d'être vu, le besoin d'être entendu, ce besoin ne disparaît jamais. Il peut dormir pendant des années sous une couche de résignation et d'habitude. Mais il est là, il attend. Attendez, parce que ce que nous allons aborder maintenant est peut-être la pièce manquante du puzzle. La chose que personne ne vous a jamais dite clairement sur ce qui distingue une relation qui s'épanouit vraiment. Il y a une différence fondamentale entre écouter et entendre. Nous le savons tous intuitivement. Mais Christophe André, dans la lignée des travaux de John Gottman et des recherches sur l'écoute active, va plus loin. Il parle d'une écoute qui ne cherche pas à résoudre, qui ne cherche pas à conseiller, qui ne cherche pas à minimiser. Une écoute qui a pour seul objectif de faire sentir à l'autre qu'il n'est pas seul avec ce qu'il porte. C'est une distinction qui paraît évidente et qui, dans la pratique, est extraordinairement difficile. Parce que notre réflexe naturel, quand quelqu'un que nous aimons exprime une douleur ou une inquiétude, est d'essayer de la réparer, de proposer une solution, de dire que ce n'est pas si grave, que ça va aller, que tu as déjà traversé pire. Et ce réflexe, aussi bienveillant qu'il soit, envoie un message implicite que nous n'avions pas l'intention d'envoyer. Ton vécu n'est pas assez important pour que je le reçoive tel qu'il est. Je veux te débarrasser de lui plutôt que de le tenir avec toi. Voilà pourquoi tant de personnes, après avoir essayé de parler à leur partenaire, finissent par se replier en disant « ça ne sert à rien ». Il ne comprend pas. Elle ne comprend pas. Ce n'est pas forcément de la mauvaise volonté. C'est souvent une maladresse héritée, une façon d'aimer qui n'a pas encore appris à se faire dans l'immobilité. Alors voici l'exercice que Christophe André propose avec une insistance douce mais constante. La prochaine fois que votre partenaire vous parle de quelque chose qui le préoccupe, résistez. Résistez à l'envie de proposer une solution. Résistez à l'envie de relativiser. Posez simplement une question qui approfondit. Qu'est-ce que tu ressens par rapport à ça? Ou encore, comment tu vis cette situation, toi, dans ton corps, dans ta tête? Et ensuite, et c'est la partie la plus difficile, restez là, silencieux, présent. Laissez la réponse venir, même si elle met du temps, même si elle est imparfaite, même si elle vous met un peu mal à l'aise. Ce silence accueillant est l'un des gestes les plus profonds que deux êtres humains puissent s'offrir. Et il ne coûte rien. Absolument rien, si ce n'est un peu de notre besoin de contrôle. Mais il y a une autre dimension de la connexion émotionnelle que l'on néglige presque systématiquement dans les relations de longue durée. Et cette dimension, elle se passe dans le corps, pas dans les mots, dans le corps. Les recherches de James Cohen à l'Université de Virginie ont montré quelque chose de fascinant. Quand une personne perçoit une menace, une douleur imminente, le simple fait de tenir la main de quelqu'un qu'elle aime réduit mesurément l'activité des zones cérébrales liées à la peur et à la douleur. Le toucher de l'être aimé a une action neurologique réelle. Il régule le système nerveux. Il dit au corps « Tu n'es pas seul, tu peux te détendre. Je suis là ». Or, dans les couples qui ont dérivé dans la déconnexion, ce toucher-là a disparu. Et sa disparition n'est pas anodine.
C'est une perte sensorielle, oui, mais c'est surtout une perte de signal. Le corps de l'autre ne reçoit plus le message de sécurité. Il reste en état d'alerte bas, permanent, sourd. Et cet état d'alerte chronique use. Il use les nerfs, il use le cœur, il use la patience. Voilà pourquoi Christophe André, avec ce mélange de rigueur scientifique et de pragmatisme bienveillant qui le caractérise, propose quelque chose d'aussi simple que cela. Réintroduire le toucher conscient dans la relation. Pas comme une obligation, pas comme une performance. Comme un geste délibéré de présence, une main posée sur l'avant-bras pendant la conversation du soir. Une étreinte de bienvenue qui dure vraiment quelques secondes au lieu du baiser distrait sur la joue. Un effleurage de la nuque en passant. Ces gestes, répétés avec attention, reconstruisent quelque chose. Ils recréent des fils, et les fils, avec le temps, deviennent des liens. Maintenant, abordons quelque chose de plus délicat. Quelque chose que l'on n'entend pas souvent dans les conversations sur les relations, mais que Christophe André n'hésite pas à nommer. La question de la gratitude dans le couple. Nous avons tendance, dans les relations longues, à développer ce que les psychologues appellent un biais de négativité sélective. Nous remarquons ce qui manque, ce qui déçoit, ce qui irrite. Et nous devenons progressivement aveugles à ce qui est là, à ce qui fonctionne, à ce que l'autre fait encore et toujours pour nous, souvent en silence et sans en attendre de reconnaissance. Oui, oui, c'est une forme d'ingratitude non pas morale, mais neurologique. Le cerveau s'habitue à ce qui est stable et constant. Il cesse de le percevoir comme un cadeau. La tasse de thé préparée chaque matin devient invisible. La facture payée, sans qu'on le demande, devient transparente. La fidélité de 30 ans devient un fait acquis sur lequel on ne s'arrête plus. Et pendant ce temps, ce que l'on perçoit avec une netteté douloureuse, c'est l'oubli d'un anniversaire, le ton trop brusque un soir de fatigue, la remarque qui a blessé il y a 3 ans et que l'on garde quelque part comme une preuve. Ce déséquilibre attentionnel est dévastateur pour la relation, pas parce qu'il est malveillant, mais précisément parce qu'il est invisible. On ne sait pas que l'on fait ça. On croit voir la réalité de la relation. On voit en fait la sélection que notre cerveau fatigué et habitué a faite de cette réalité. L'antidote, et Christophe André aime sa simplicité presque provocatrice, c'est la pratique de la gratitude relationnelle. Concrètement, chaque jour, identifiez une chose que votre partenaire a faite, dite ou simplement été qui mérite d'être nommée. Et la nommer, pas dans la tête, à voix haute ou par écrit. Quelque chose comme « J'ai remarqué que tu avais préparé le repas, même quand tu étais fatigué. Merci. » Ou « Ta façon de parler à notre fille ce matin m'a touché. Ces mots semblent petits. Ils ont un effet immense. » Parce qu'ils rompent le silence de l'invisibilité, parce qu'ils disent à l'autre « Tu existes dans mon regard, je te vois. » Pas seulement quand tu fais quelque chose de mal, pas seulement quand j'ai besoin de quelque chose. Je te vois dans la banalité de ta bonté ordinaire. Et quelque chose change alors dans la relation. Quelque chose de chimique, presque. L'ocytocine, cette hormone de l'attachement et de la confiance, est libérée dans ces moments de reconnaissance. Le lien se renforce biologiquement. Ce n'est pas de la poésie, c'est de la neurobiologie. Revenons à Marie-Hélène un instant, parce que son histoire ne s'arrête pas à la consultation. Quelques semaines après cette première conversation, elle revient. Et quelque chose dans sa façon d'entrer dans la pièce a changé. Elle dit « J'ai essayé quelque chose de bête. » Enfin, de bête, c'est ce que je pensais au début. J'ai commencé à lui dire « merci » pour des choses auxquelles je ne faisais plus attention. Le café du matin, le fait qu'il range toujours sa vaisselle. Et un soir, il m'a regardé d'une façon qu'il ne m'avait plus regardé depuis longtemps. Il m'a demandé si ça allait, et on a parlé, vraiment parlé, jusqu'à presque minuit. Comme avant, ce n'est pas un miracle, c'est un mécanisme que nous pouvons tous activer. Mais voici maintenant ce dont on parle trop peu
et qui est peut-être le cœur de tout ce que Christophe André cherche à transmettre sur l'amour durable, la question de la vulnérabilité choisie. Nous vivons dans une culture qui a longtemps glorifié la force, l'indépendance, la capacité à ne pas avoir besoin. Et cette culture a fait des dégâts particulièrement profonds dans les relations de couple des générations qui ont aujourd'hui entre 55 et 75 ans. Des générations qui ont appris que montrer sa faiblesse, c'est dangereux, que demander, c'est risquer d'être refusé, que s'ouvrir, c'est offrir une prise à l'autre. Résultat, des couples entiers où deux personnes souffrent en silence l'une à côté de l'autre, chacune convaincue que l'autre ne comprendrait pas, ou que ça ne servirait à rien de le dire, ou que c'est trop tard. Maintenant, pour recommencer à parler de ces choses-là. Et pourtant, les recherches de Brené Brown, que Christophe André cite avec un respect non dissimulé, montrent de façon répétée que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse. C'est le carburant de la connexion. C'est exactement ce que l'amour de votre vie vous permet de ressentir et que personne d'autre ne peut vous donner de la même façon. La sécurité suffisante pour être imparfait, pour avoir peur, pour ne pas savoir. Pour dire « je suis perdu là et j'ai besoin que tu sois là ». Ce sentiment, cette sécurité dans l'imperfection est ce que les psychologues de l'attachement appellent la base sécure et elle ne tombe pas du ciel. Elle se construit patiemment par des actes répétés de fiabilité, de douceur dans les moments difficiles, de présence, quand l'autre est en train de traverser quelque chose de lourd. Comment la reconstruire quand elle a été endommagée? Parce que dans beaucoup de relations longues, elle l'a été. Par des trahisons peut-être, grandes ou petites. Par des abandons émotionnels répétés. Par des mots dits dans la colère qui ont laissé des marques. Par des années de non-dits qui ont creusé une méfiance douce mais solide. Christophe André propose une approche en plusieurs temps. Le premier temps est celui de la reconnaissance, non pas de la culpabilité, non pas du procès rétrospectif, mais de la reconnaissance simple et honnête. Quelque chose entre nous s'est abîmé, je le vois. Je ne veux pas faire semblant de ne pas le voir, et je veux essayer de le réparer si tu es prêt à essayer avec moi. Cette phrase, ou quelque chose qui lui ressemble dans vos mots à vous, est une des plus courageuses qu'un être humain puisse prononcer dans une relation. Parce qu'elle accepte la réalité sans la dramatiser. Elle propose sans exiger. Elle ouvre une porte sans forcer l'autre à passer. Le deuxième temps est celui de la régularité. Non pas les grands élans romantiques, non pas les week-ends extraordinaires qui coûtent cher et qui sont rattrapés par la réalité du lundi, mais les petits gestes quotidiens, constants, prévisibles. La constance est le langage que le système nerveux comprend le mieux. Elle dit « tu peux compter sur moi ». Pas seulement aujourd'hui, toujours. Et le troisième temps, peut-être le plus difficile, est celui du pardon. Non pas le pardon comme effacement, non pas le pardon comme si rien ne s'était passé, mais le pardon comme décision de ne plus laisser le passé gouverner le présent. Comme choix délibéré de ne plus utiliser les blessures anciennes comme munitions dans les conflits d'aujourd'hui. Ce pardon-là est un acte de libération autant pour soi que pour l'autre. Et ici, permettez une observation que Christophe André fait avec une légèreté douce qui cache une vérité sérieuse. Les couples qui se disputent ne sont pas les couples en danger. Les couples en danger sont ceux qui ont arrêté de se disputer. Parce qu'arrêter de se disputer peut signifier deux choses très différentes. Soit que l'on a appris à naviguer les désaccords avec maturité et respect. Soit que l'on a tout simplement abandonné. Que l'indifférence a remplacé le conflit. Et l'indifférence, contrairement à la colère, ne demande rien. Elle n'espère rien. Elle a déjà renoncé. La colère dans un couple, quand elle est bien comprise, est parfois un signe de vie. Un signe que l'on tient encore assez à l'autre pour être blessé par lui, que l'on attend encore quelque chose de lui. Le problème n'est pas la colère, c'est la façon dont on l'exprime. Et là, les outils de la communication non violente, que Christophe André intègre régulièrement dans ses recommandations, sont d'une utilité remarquable. La structure est simple,
même si la pratique demande de l'entraînement. Quand tu fais ou dis telle chose, je ressens telle émotion, parce que j'ai besoin de tel besoin fondamental. Et je te demande si tu peux faire telle chose. Pas de reproche, pas d'accusation, pas de tu es comme si ou tu es comme ça. Juste, voici ce qui se passe en moi quand ceci arrive, et voici ce dont j'aurais besoin. Ce cadre, utilisé régulièrement, transforme la nature des conflits. Il les fait passer de bataille pour avoir raison à conversation pour se comprendre. Et c'est une transformation qui change tout. Avez-vous déjà remarqué que les disputes les plus violentes entre deux personnes qui s'aiment portent rarement sur ce dont elles ont l'air de parler? La dispute sur la façon dont l'un range ou ne range pas, ces affaires ne parlent pas vraiment d'ordre, elles parlent de respect, de sentiment d'être pris en compte, de ce besoin fondamental d'exister dans le regard et l'attention de l'autre. La dispute sur le temps passé avec les enfants ou les petits-enfants ne parle pas vraiment d'agenda. Elle parle de valeurs, de priorités, de peur de vieillir, sans avoir vraiment vécu. Christophe André appelle ça les émotions de fond. Ces courants profonds qui circulent sous la surface des disputes quotidiennes et qui donnent à ces disputes leur charge émotionnelle disproportionnée. Apprendre à les identifier, à les nommer, d'abord pour soi-même, puis avec l'autre, est une des compétences relationnelles les plus transformatrices qui soient. Comment les identifier en s'arrêtant? En posant la main sur sa propre poitrine, littéralement, et en se demandant, sous cette irritation, sous cette colère, sous cette tristesse, qu'est-ce qu'il y a vraiment? Qu'est-ce que je ressens de plus profond? Qu'est-ce dont j'ai peur au fond? Et parfois, souvent même, la réponse est une peur très ancienne. La peur d'être abandonné. La peur de ne pas valoir assez. La peur que l'amour disparaisse ou qu'il n'ait jamais vraiment été là. Ces peurs-là, quand on ose les nommer à l'autre, créent quelque chose d'extraordinaire. Elles créent de la compassion. Parce que l'autre, presque toujours, connaît ses peurs. Il les porte lui aussi sous d'autres formes. Et soudain, deux adultes qui se disputaient sur quelque chose d'apparent se retrouvent à se regarder dans ce qu'ils ont de plus humain. Et dans ce regard, quelque chose se répare. Voilà ce que Christophe André nomme les moments de rencontre. Ces instants rares et précieux où deux êtres touchent quelque chose de vrai l'un dans l'autre. Ces moments ne se programment pas, mais on peut créer des conditions pour qu'ils arrivent. Et ces conditions, elles ressemblent à tout ce dont nous avons parlé. La présence, l'écoute, le toucher, la gratitude, la vulnérabilité, la régularité des petits gestes. Parlons maintenant de quelque chose qui touche particulièrement les couples dont les enfants ont grandi et quitté la maison. Ce moment que l'on appelle parfois le nid vide et qui est en réalité bien plus complexe et bien plus riche qu'il n'y paraît. Parce qu'il arrive souvent que deux personnes qui ont consacré 20 ou 30 ans à élever des enfants, à gérer un foyer, à être parents avant tout, se retrouvent face à face un matin, le silence de la maison autour, deux comme une nouvelle langue à apprendre et se demandent qui sommes-nous l'un pour l'autre maintenant que nous ne sommes plus seulement papa et maman. Cette question est vertigineuse et elle est souvent évitée parce qu'elle fait peur, parce qu'elle implique que l'on va devoir se redécouvrir, que l'on va devoir réapprendre à être un couple, pas seulement une famille. Et cette redécouverte peut être une renaissance magnifique. Elle peut aussi, si l'on ne la prend pas à bras le corps, mener à cette dérive silencieuse dont nous avons parlé au début. Les couples qui traversent bien cette transition, selon les recherches et selon l'expérience clinique de Christophe André, sont ceux qui font quelque chose de très précis. Ils se posent des questions que l'on ne pose habituellement qu'au début d'une relation. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux encore faire de ta vie? Où tu veux aller? Pas ensemble nécessairement, mais où, toi, tu veux aller? Et comment je peux être présent dans ce chemin-là? Ces questions ont une vertu particulière. Elles traitent l'autre comme un être en devenir, pas comme un personnage figé dans un rôle. Elles disent « tu n'es pas terminé, ta vie n'est pas terminée, et moi je suis curieux de ce que tu vas encore devenir ». Il n'y a pas de plus beau cadeau à faire à quelqu'un que de lui signifier que son histoire n'est pas finie,
que vous la lisez encore avec curiosité et avec désir. Alors voici pour terminer les outils concrets. Non pas une liste, mais une façon de vivre en couple qui intègre tout ce que nous avons traversé ensemble dans cette conversation. Le premier outil est la pause consciente. Chaque jour, 5 minutes. Pas devant la télévision, pas en faisant autre chose. 5 minutes assis l'un en face de l'autre, les mains libres, le téléphone ailleurs et une seule question posée. Comment tu vas vraiment ? Pas comment tu vas au sens poli et rapide, comment tu vas vraiment là en ce moment. Et écoutez la réponse, vraiment. Ces 5 minutes pratiquées régulièrement deviennent avec le temps un rituel de connexion puissant. Elles créent un espace sûr dans la routine du quotidien. Elles signalent, toi et nous, c'est une priorité. Pas une priorité théorique, une priorité réelle avec du temps qui lui est consacré. Le deuxième outil est ce que Christophe André appelle les regards de bienvenue. Quand votre partenaire entre dans la pièce, levez les yeux. Vraiment. Regardez-le ou regardez-la. Pas de façon performative, pas avec une exclamation forcée. Juste un regard qui dit « Je t'ai vu entrer ». Tu comptes. Ta présence dans cette pièce change quelque chose pour moi. Ce geste semble presque ridicule de simplicité. Son impact est démesurément grand, parce que l'une des douleurs les plus sourdes que l'on puisse vivre dans une relation est le sentiment d'être transparent. D'entrer dans une pièce et de ne pas être vu. Ces regards de bienvenue, répétés chaque jour, reconstruisent le sentiment d'exister pour l'autre. Le troisième outil est le partage d'émerveillement. Chaque semaine, partagez avec son partenaire quelque chose qui vous a touché, surpris, ému, pas une information, une expérience intérieure. Le coucher de soleil qui était particulièrement beau hier soir. La phrase entendue à la radio qui vous a arrêté net. Le souvenir qui est remonté sans prévenir pendant une promenade. Ces partages créent une intimité qui va bien au-delà de la connaissance des habitudes de l'autre. Il crée la connaissance de son monde intérieur. Et cette connaissance est le terreau de l'amour profond. Le quatrième outil est la réparation rapide. Dans tout couple, il y a des frictions. Des mots de trop, des silences trop longs, des gestes maladroits. Ce qui distingue les couples épanouis des couples en difficulté n'est pas l'absence de ces frictions. C'est la vitesse et la qualité de la réparation. Les couples qui vont bien réparent vite. Ils ne laissent pas les blessures légères s'infecter. Ils ne gardent pas les griefs pendant des jours. J'ai été maladroit tout à l'heure, je m'en excuse, suffit souvent. Je crois que j'ai dit ça d'une façon qui t'a blessé, ce n'était pas mon intention. Ces mots-là, dits rapidement, nettoient l'air. Ils empêchent l'accumulation. Et le cinquième outil, le plus profond et le plus difficile, est celui que Christophe André appelle le soin de l'image intérieure. Il s'agit de l'image que vous portez de votre partenaire dans votre tête. Cette image s'est-elle figée? Est-elle restée celle d'un moment difficile, d'une période de conflit, d'une version de lui ou d'elle qui n'est peut-être plus tout à fait actuelle? Parce que nous traitons les gens comme l'image que nous portons d'eux, pas comme ils sont réellement. Et si cette image est figée dans quelque chose de négatif ou de résigné, nous allons chercher et trouver des confirmations de cette image en ignorant tout ce qui la contredit. Faire le soin de cette image intérieure, c'est se demander quelle est la version la plus vraie, la plus complète, la plus juste de cet être que j'ai choisi, quelles sont ces qualités que j'ai peut-être cessé de voir, quels sont ces élans que j'ai peut-être cessé d'encourager. Et comment je peux aujourd'hui lui signifier que je le vois dans cette version-là, complète et complexe, pas dans la caricature que l'habitude et la fatigue ont peut-être construite? Voilà en fin de compte ce que Christophe André croit profondément sur l'amour. L'amour n'est pas un état, c'est une pratique. Une pratique quotidienne, imparfaite, souvent maladroite, parfois épuisante, mais d'une richesse inépuisable quand on s'y engage vraiment. Et cette pratique n'a pas de date de péremption. Elle n'est pas réservée aux jeunes couples, aux nouveaux amoureux, à ceux qui n'ont pas encore été blessés. Elle est possible à 60 ans, à 70 ans, à tout âge où l'on est encore vivant et encore capable de regarder l'autre en se demandant « Qui es-tu vraiment, toi qui partages ma vie ?»
parce que c'est ça, au fond, ce que l'amour de votre vie vous fait ressentir que personne d'autre ne peut vous faire ressentir de la même façon. Ce n'est pas l'euphorie du début, ce n'est pas la passion qui brûle et qui consume. C'est quelque chose de plus stable et de plus profond. C'est le sentiment d'être chez soi, pas dans un endroit, dans une présence, dans un regard, dans une façon d'être vu qui vous permet d'être vous-même, enfin, sans effort, sans performance, sans peur. Ce sentiment, Christophe André en est convaincu, est à la portée de chacun d'entre nous. Pas comme un don tombé du ciel, comme le fruit d'un travail patient et doux sur soi-même et sur la relation. Et ce travail peut commencer ce soir, pas demain. Ce soir, dans 5 minutes, quand vous poserez cet écran et que vous regarderez la personne qui partage votre vie, regardez-la vraiment. Posez-lui une question vraie, touchez son bras. Dites-lui quelque chose que vous n'avez pas dit depuis trop longtemps et voyez ce qui se passe. Vous pourriez être surpris de ce qui se réveille quand on lui en donne simplement la permission. Et si ce chemin vous intéresse, si vous sentez que ces réflexions ont allumé quelque chose en vous, quelque chose de petit encore, de fragile peut-être, mais bien réel, alors restez. Continuez à explorer ces questions ici, parce qu'il y a encore beaucoup à dire sur l'art difficile et magnifique d'aimer bien. Et parce que, comme disait quelqu'un de sage avec ce sourire tranquille qui accompagne les vérités simples, ce n'est pas l'amour qui est compliqué. C'est nous qui avons parfois besoin qu'on nous rappelle comment faire.